complètement le financement récurrent et on va faire grossir les financements par projet, ce qui existe déjà, hein, vous le savez, dans nos milieux-là. Mais ça va être l'essentiel et on a une grosse agence qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche qui existe déjà aujourd'hui et qui a un rôle important, mais qui va maintenant, finalement, centraliser tous les financements par projet des chercheurs. Donc voilà rapidement, mais l'idée finalement d'une concentration des financements et des financements qui vont être liés très fortement à un pilotage de la recherche, à une évaluation qui vient du haut. Deuxièmement, troisièmement, j'ai envie de dire, le rapport 3, qui s'appelle Partenariat et innovation, dont je ne vais pas parler là vraiment, mais qui quand même donne bien à voir finalement pour qui on travaille, c'est-à-dire que ce qu'on voit vraiment dans ce rapport-là, c'est la préoccupation d'indexer la valeur de la recherche aux intérêts du secteur privé et industriel. Il y a toute une série de mesures qui sont mises en place pour permettre le passage du public vers le privé et vice-versa, pour à nouveau donner des financements en fonction de ce que considèrent les entreprises comme étant bénéfiques, en fonction des partenariats qu'on a montés avec des entreprises, des bonifications salariales, des bonifications pour les établissements en fonction des contrats partenariaux qu'ils ont passés avec les entreprises. Je ne développerai pas ça, mais je pense que c'est un enjeu très fort pour notre milieu. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les mobilisations qu'il y a pu avoir autour de Frédérique Vidal, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et notamment, vous trouverez ça sur YouTube, les mobilisations à la station F, où elle recevait en fait plein de start-up, et des chercheurs sont arrivés pour dénoncer en fait la loi de programmation pluriannuelle, et la réaction de notre ministre, ça a été de s'inquiéter pour les chercheurs qui étaient dans la salle, c'est-à-dire les start-upers, et non pas d'écouter le message de la communauté scientifique qui était venue dénoncer les dangers de cette loi. Donc il y a un vrai enjeu sur, finalement, qui est la communauté scientifique, qu'est-ce que la recherche aujourd'hui, qu'on voit très bien. Le dernier et le plus important de tous ces rapports, c'est le 2, hein, emploi et attractivité, où là, en gros, on nous propose quoi? Eh bien, on nous propose à la fois des nouveaux statuts jetables, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on nous propose des tenure track, donc qui existent déjà aux États-Unis ou dans d'autres pays aujourd'hui, en Allemagne, en Israël, donc qui sont en gros des contrats de recrutement conditionnels, c'est-à-dire qu'on vous met sur ce poste-là, vous allez devoir faire vos preuves pendant plusieurs années, et au bout de ces années-là, eh bien, il y aura un système qu'on appelle go ou no go, donc en gros, on vous garde ou on vous jette. Donc voilà, ça c'est une chose qui est proposée pour les enseignants-chercheurs. L'autre statut qui est proposé, qui concerne déjà, je le disais, les GATS et qui va être étendu aux chercheurs, c'est un CDI de mission. Donc l'idée c'est un CDI, l'idée c'est quoi? C'est un CDI qu'on pourra rompre, on pourra donc vous licencier à partir du moment où la recherche est terminée, où on considère que les financements se sont arrêtés. Donc c'est pas un CDD, ça veut dire que ça ne prend pas en compte finalement les quelques protections qui existent autour de la précarité dans le CDD. Les CDD sont limités à 6 ans maximum. Là, il n'y a même plus cette question-là. Donc on contourne finalement et on reconstruit de la précarité à partir du CDI. Il y a une attaque forte, donc en plus de ces nouveaux contrats jetables, il y a une attaque forte contre le statut des enseignants-chercheurs tel qu'il existe aujourd'hui, avec la remise en cause du nombre d'heures, donc les 192 heures, et donc du paiement des heures complémentaires, mais aussi des propositions pour répartir les heures aujourd'hui, qui passent par un renforcement, là aussi, de l'évaluation et du pilotage par le haut, puisqu'on lit à certains endroits qu'on pourrait tout à fait supprimer l'accord pour la modulation de service des enseignants, qu'on pourrait aussi décider que finalement tout ça, ça va plus être quelque chose qui est lié au statut, mais ça va être décidé en interne par les UFR qui décideront comment elles vont répartir et auprès de qui les enseignements. Il y a tout un discours sur l'idée qu'il faut venir qu'on va donner plus d'enseignements aux enseignants-chercheurs seniors, puisqu'on considère que eux, finalement, c'est pas la peine qu'ils aillent dans la recherche. Donc on va les mettre au travail dans l'enseignement. Donc on voit bien comment on va diviser et séparer, en fait, ces statuts-là. Je termine donc, j'ai pas du tout eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire, mais juste quand même pour que vous voyez qu'on nous dessine un univers où nos conditions matérielles de travail, nos heures de travail, nos rémunérations, aussi bien leur niveau que leur forme, c'est la dernière chose quand même importante, on introduit une revalorisation salariale, c'est ce que promettait la loi,
mais elle le promet par des primes et pas par du salaire, donc des primes qui sont elles aussi en permanence soumises à l'évaluation. Est-ce que vous êtes dans le bon établissement? Est-ce que vous avez le bon contrat de recherche? Est-ce que vous avez eu le bon label européen? Donc les heures de travail, le contenu des activités, les missions, les possibilités d'évolution, tout ça va être mis en concurrence entre les chercheurs, enseignants-chercheurs, pilotés par le haut, strictement individualisés, avec donc un développement encore plus fort à plein de niveaux de la précarité. C'est bien une attaque massive contre le statut de travailleur qui est le nôtre. Alors je terminerai sur le lien avec la question des retraites. On ne va pas se mentir, dans l'enseignement supérieur et la recherche, à part certains endroits et certains d'entre nous, la mobilisation autour des retraites, elle n'a pas pris en tant que secteur véritablement. Si aujourd'hui on voit le SR dans les grandes manifestations nationales, dans les grandes mobilisations sur les retraites, l'enseignement supérieur et la recherche, si on est visible en tant que tel, c'est aussi parce que cette loi, elle arrive en même temps, et que du coup, il y a une espèce de double calendrier pour nous. Alors on a beaucoup de collègues qui nous interrogent en disant « mais je vois pas bien le lien, en fait. Bon, la LPPR, je vois bien, mais c'est quoi le lien avec la retraite, finalement? Est-ce qu'il faut vraiment en parler dans nos labos? Est-ce qu'il faut vraiment en parler à la fac ?» Alors on a plusieurs niveaux de réponse là-dessus. On a un premier niveau de réponse qui serait un niveau politique, stratégique, presque instrumental, et qui finalement peut marcher dans les deux sens, où on peut dire finalement, oui, il y a un gros